Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. 10 050 Cielo Drive, Bel Air, Los Angeles. Une adresse de rêve. Route du ciel, quartier de Bel Air, village des anges, ouvrant sur le Pacifique. Presque un défi au destin. Une ravissante propriété secrète et isolée qui étonne par son style grange retapée avec poutres apparentes dans ce village des stars hollywoodiennes. Samedi, 9 août 1969, 8h10 du matin, l'heure calme au monde des couches-tard. La femme de ménage du cinéaste Roman Polanski arrête sa Chevrolet grise devant la barrière de bois rustique et s'engage d'un pas allègre sur le sentier dallé qui traverse les pelouses. Tout le monde dort, c'est bien, pense-t-elle. Miss Tate a bien raison de se reposer, l'accouchement c'est pour bientôt. Elle traverse la chambre inoccupée du rez-de-chaussée, pousse la porte de chêne verni qui donne sur le vaste living room. Oh, quel désordre, pense-t-elle. Des cendriers pleins de mégots qui traînent sur les tables basses, des verres partout encore à demi pleins de whisky, des magazines par terre. C'est un spectacle auquel elle est habituée. En effet, depuis que M. Polanski est parti pour Londres préparer un film, c'est comme ça presque tous les matins. Miss Tate, sa femme, a peur la nuit dans cette grande maison isolée et ses amis viennent lui tenir compagnie. C'est bien normal. Encore que parmi ses amis, il y en a quelques-uns... Enfin, ça la regarde. Penchée sur une table renversée qu'elle remet sur ses pieds, la femme de ménage se redresse, lève les yeux et se fige sur place, paralysée par l'horreur, incapable de hurler. À la colossale poutre de chêne qui traverse la pièce, 2 cadavres se balancent aux 2 bouts d'une corde de nylon blanc, une femme et un homme. Elle, c'est Sharon Tate, le visage masqué par la lourde masse de ses cheveux blonds ruisselante de sang jusqu'aux pieds qui touchent le sol. Lui, malgré la cagoule noire qui lui recouvre la tête, la femme de ménage reconnaît au premier coup d'œil, c'est l'ancien fiancé de Miss Tate, resté après son mariage avec Polanski, le meilleur ami du couple. Son corps est lacéré, son sexe tranché. Terrorisée, la femme de ménage fait 2 pas en arrière. Un 33 tours se brise sous son talon. Ses yeux, agrandis par l'horreur, regardent sans enregistrer. Sur le grand sofa bleu vert, un drapeau américain déployé avec soin, plein de sang. Un fauteuil de cuir avale renversé, là, des chaises renversées, ici, et du sang partout. Un spectacle de folie. La police. Il faut appeler la police. Le téléphone. Pas de tonalité. Les fils sont coupés. Les voisins, vite, prévenir les voisins. La femme sort de la maison en courant, se retourne. Sur la porte principale, un doigt trempé dans le sang a tracé en lettres énormes un mot. Cochon. L'horreur de cette tragédie, l'une des plus effrayantes de ces 10 dernières années, ne fait que commencer. Quatre hommes, tout de suite. Il y a eu une tuerie chez les Polanski à Beverly Hills. Le lieutenant Elder de la brigade criminelle repose brutalement son téléphone. Quelques minutes plus tard, sur la pelouse du 10 050 route du ciel, il aboie des ordres brefs. Smith, au pavillon des gardiens, que personne n'en sorte. Thompson, Lemmy, vous restez dehors, vous surveillez toutes les issues. Sam, tu rentres avec moi. Un cri stoppe le lieutenant qui, revolver au poing, s'apprête à entrer dans la maison. Chef, venez voir. À l'extrême gauche de la pelouse, à l'ombre d'un araucaria géant, 2 taches claires sur l'herbe verte. 2 corps allongés. Une jeune fille brune en chemise de nuit ultra courte étoilée d'une large trace de sang sur le sein gauche. Un visage ravissant déformé par la terreur. Morte.
Mais c'est la fille du roi du café, dit le lieutenant. Bon Dieu. Près d'elle, étendu sur le dos, un corps d'homme en short et chemise à rayures vertes et mauves. Une déchirure au milieu du dos. Le sergent Sam se penche. Un coup de revolver tiré presque à bout portant. Les traces de poudre sont visibles à l'œil nu sur la chemise. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ça, ajoute-t-il en montrant les jambes tailladées de toutes parts, de longues estafilades encore saignantes. On s'est acharné dessus à coups de poignard. L'agent Smith arrive en courant, interrompant la contemplation horrifiée des deux policiers. Encore un, lieutenant. Sur la petite allée, près de la maison du gardien. Dans une conduite intérieure grise, portière ouverte, un gars de 20 ans. Une balle en plein cœur. Oui, ce n'est plus un crime, c'est une tuerie. 1 heure plus tard, dans le living room tragique des 2 premières découvertes, des hommes en uniforme prennent des mesures à la craie, jettent des notes sur des calepins, tandis que d'autres tentent de faire le bilan du carnage. Sharon Tate d'abord. Elle a été poignardée avant d'être pendue. Son ex-fiancé aussi. La fille du roi du café, c'est aussi un coup de couteau. Le type sur la pelouse, c'est un ami des Polanski, polonais, 37 ans, écrivain, cinéaste, coureur automobile, playboy, tué d'un coup de revolver, comme l'autre, dans la voiture, 20 ans, tué avec la même arme apparemment. Mais le gardien, demande le lieutenant. On le garde à vue? Il n'a rien entendu. C'est nous qui l'avons réveillé. Une vraie tête de beatnik. Il a été arrêté il n'y a pas longtemps dans un bar. Il refilait de la drogue à un hippie. Sur les lieux maintenant, 2 lieutenants, 19 inspecteurs de police, des experts des laboratoires de criminologie. La maison est le seul témoin du massacre. Elle doit parler. Si on l'examine pouce par pouce, murs, portes, meubles, linge, vaisselle, disques, courrier, tapis, poubelle même, on trouvera bien un indice, une preuve, une empreinte. Lieutenant, venez voir. Oh, je ne sais pas si ça a une importance quelconque, mais ça m'a paru bizarre. L'officier de police suit son sergent vers une petite bibliothèque d'acajou. Traité de démonologie, le matin des magiciens, le sexe et les sorcières, la sorcellerie à travers les âges, le sabbat des sorcières, comment envoûter vos ennemis. Curieuse bibliothèque. Sacrée histoire. Et oui, on dirait un film de Polanski, une mise en scène macabre, de la drogue, de la magie. Car vous vous souvenez sûrement, chers amis, que les 2 grands films qui ont fait la célébrité de ce jeune émigré polonais, c'était Cul-de-sac et Répulsion. Puis, ce fut Rosemary Baby et enfin le fameux bal des vampires, dont Sharon Tate était la vedette et qui se termina par le mariage de Roman Polanski et de Sharon Tate. Aujourd'hui, bouleversé par la tragédie de Beverly Hills, le monde entier se dit que la réalité dépasse la fiction. 1969, rappelez-vous. La Californie, le plus grand État d'Amérique qui compte alors 20 millions d'habitants, est devenu le refuge des délinquants de tous les pays. Los Angeles est surnommé l'Eldorado du crime. Son plus grand problème est celui de la criminalité. Le chef du FBI vient de publier un rapport sur le crime aux États-Unis. Rapport effrayant. Le taux de criminalité a augmenté de 122% depuis 1960 et la population de 11%. En 1958, une personne sur 50 a été assassinée, volée, violée ou agressée. Et à mesure que le crime augmente, la police connaît de plus en plus d'échecs. Ce qui vous explique qu'en ce mois d'août 1969, l'Amérique soit soulevée tout à la fois par l'horreur d'une tragédie et par la terreur d'un état social qui, maintenant, menace tout un chacun. Car depuis 2 mois que les Polanski sont installés à Beverly Hills, locataires de cette belle propriété que Michel Morgan avait fait construire en 1940, quand elle s'installa à Los Angeles, ils se sont fait des amis, on les aime bien. On aime bien en Amérique les gens qui se sont fait leur fortune à la force de leur talent. Qui pouvait leur vouloir tant de mal ? À quel mobile peut-on imputer la fureur d'un individu qui a labouré de coups de poignard le ventre d'une jeune femme enceinte de 8 mois qui allait mettre au monde quelques semaines plus tard son premier fils? Oui, c'eût été un fils. Eh bien, la maison ne parle pas. Pas d'indice, pas d'empreinte, pas l'ombre d'une preuve matérielle. Ah, on cherche des mobiles, bien sûr, les 5 victimes sont jeunes, riches, célèbres. Mais c'est leur seul dénominateur commun et on les a tués toutes les 5. Sharon Tate, fille d'officier, née à Dallas, avait fait des études sages avant de se laisser séduire par l'art dramatique, d'être élue Miss Washington et de commencer une carrière d'actrice. Elle était belle, douce, gentille.
Son ex-fiancé, trouvé pendu à côté d'elle, était le coiffeur célèbre des grandes vedettes de Hollywood. Généreux, séduisant, amateur de toutes les sensations fortes, il a fasciné un moment la jeune Sharon. Le temps de leur fiançailles fut pour les amis de la jeune fille une époque d'inquiétude. Elle se maquillait outrageusement, portait des toilettes provocantes, abusait du whisky, fumait de la marijuana. Et puis tout d'un coup, dans un sursaut de santé, d'instinct de conservation, elle avait rompu avec lui, épousé Polanski et retrouvé tout son équilibre heureux. La fille du roi du café, elle avait 26 ans, son père était le président de la Folger Coffee Company. Elle était un peu excentrique, orfèvre en matière de philosophie hindoue. Elle assistait à des séances de méditation. Depuis 6 mois, elle s'occupait aussi de bonnes œuvres et vivait entre Los Angeles et San Francisco dans les résidences de sa famille. L'homme plus âgé, polonais comme Polanski, l'avait aidé à ses débuts et ce dernier le lui avait bien rendu. Il habitait maintenant chez Polanski et exerçait avec succès et sans fracas son métier de metteur en scène et de scénariste. Lui et la fille du roi du café étaient, dit-on, très liés depuis plusieurs mois. Quant au jeune homme de 20 ans trouvé mort dans la voiture, il n'avait, lui, rien à voir ni avec le cinéma, ni avec la coiffure, ni avec l'industrie du café. Étudiant, il vivait avec ses parents et pendant ses vacances s'était trouvé un travail provisoire, comme beaucoup d'étudiants, dans une entreprise de plomberie. Ses parents ignoraient totalement que hier soir, il était chez les Polanski. La liste est close. La police cherche à établir les liens entre toutes ces vies. Les raisons apparentes ou cachées, les hasards ou coïncidences qui ont fait que 5 personnes se soient retrouvées au même endroit au même moment pour y être massacrées. Ou alors est-ce Polanski qui était visé? Envie, jalousie, antisémitisme, haine pour l'étranger émigré, vengeance d'une bande de ces névrosés ou de ces drogués dont il a fait les sujets de ses films. Un crime pareil ne peut être absolument gratuit. La police patauge, on ne sait rien. On ne retrouve pas les armes des crimes. On ignore dans quel ordre ils ont eu lieu. Se basant sur la coupure des fils du téléphone, le lieutenant de police est persuadé que c'est une tuerie organisée, soigneusement organisée, et qu'il a pu y avoir 1, 2 ou même 3 tueurs. Certains détails intriguent. Le mot cochon écrit en lettres de sang sur la porte d'entrée. La cagoule noire qui recouvrait la tête du coiffeur célèbre et qui évoque le Ku Klux Klan. On pense à la drogue. Le gardien en fait trafic et on vient de retrouver des sachets dans la voiture du coiffeur. Meurtre rituel d'une secte? Vengeance de drogués avec qui l'une des 5 victimes ne se serait pas montrée régulière? L'avocat du gardien affirme « Mes experts et ceux de la police ont enquêté auprès de toutes les sectes possibles. Aucun rituel de magie noire n'utilise une cagoule et une corde. Aucune secte occulte ne pratique cette technique de meurtre rituel. » Au bout de 2 jours de recherche d'hypothèses, de questions qui restent sans réponse, la police en est là, c'est-à-dire nulle part. Et voilà qu'éclate un nouveau drame. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. 2 jours plus tard donc, les assassins frappent à nouveau. Un double meurtre, perpétré dans les mêmes conditions, avec la même sauvagerie, le même acharnement. Les victimes? 2 personnes âgées, monsieur et madame Labianca, propriétaires d'une chaîne de supermarchés. On les a ficelés sur un sofa, on a recouvert leur tête d'un linge, avant de transpercer leur corps à coups de couteau. Sur la porte blanche du réfrigérateur, badigeonnés en lettres de sang, les mots « Mort au cochon ». Et voilà qu'un beau jour, au hasard d'une ronde de routine, des agents appréhendent, titubant sur un chemin, une jeune fille de 21 ans, visiblement droguée à mort. Suzanne Atkins. Et d'un seul coup, tout se précipite. Dans un état second, c'est le moins que l'on puisse dire, elle parle. Avec une grande douceur extasiée, elle raconte. Elle se raconte. Elle fait partie des esclaves de Satan, une secte dont chaque membre doit faire le serment de lutter par tous les moyens contre la société et les possédants. Les Polanski? Mais je pense bien qu'elle est au courant. C'est elle qui les a tués tous. Enfin, pas elle toute seule. Il y avait aussi Patricia, 22 ans. Et puis Linda, 20 ans. Et puis Charles, dit Tex, 24 ans, fils d'un épicier texan.
L'effroyable tuerie était due à 3 filles de 20 à 22 ans, aidées par un gars de 24. Sans la moindre résistance, avec une aisance et un naturel désarmant, la jeune droguée guide les policiers jusqu'au quartier général des esclaves de Satan, un campement à l'orée du désert de la mort en Californie. Oui, le désert de la mort. Présentation au gourou, maître tout-puissant de la tribu. Un petit homme crasseux, barbu et chevelu, les pupilles dilatées, 36 ans. C'est Charles Manson, dit Jésus, dit Dieu, dit Satan, dit aussi Immi, diminutif de Hitler, dans le jargon hippie. Pour les Polanski, il a seulement téléguidé. Pour les LaBianca, il a participé personnellement. La tribu? Une trentaine de garçons et de filles qui ont déserté leur famille, leur milieu, la société. Une trentaine de jeunes paumés, désœuvrés qui s'épouillent au soleil, grattent de la guitare, forniquent en groupe et se défoncent au LSD. Une trentaine d'illuminés abrités dans un vieux ranch délabré et abandonné, envoûtés par Manson, qu'ils prennent pour un dieu. Au procès devant les juges et le jury de Los Angeles, les jeunes accusés papotent gaiement. Suzanne est vêtue d'une tunique bleu ciel sous laquelle pointe sa poitrine nue, une autre est émoulée dans une très mini-robe à dessin abstrait, la troisième est en vert et rose. Chaque fille qui arrivait au camp était rouée de coups puis violée par tous les garçons et les filles du ranch. C'était la première initiation, dit Linda d'une voix tranquille. Charlie, il est tout pour moi. Dès qu'il m'a possédé, le monde a vacillé. Il a été immédiatement mon maître. C'est un homme qui ne sait que donner. Si on le regarde, on peut voir l'amour sourdre de lui comme d'une source, dit Patricia d'une voix évanescente. Charlie est capable de tout, dit la troisième. Il peut faire crouler, s'il le veut, les murs de sa prison. Je l'ai vu faire des miracles. Un jour, nous étions dans le désert et un petit oiseau est mort. Charlie l'a pris dans sa main, a soufflé dessus, et l'oiseau s'est envolé. Une autre fois, il a redonné la jeunesse à un vieillard. Ah, malheureusement, ça n'a pas duré car l'homme n'avait pas la foi. Les juges, les jurés, le public sont pétrifiés. Mais ces crimes abominables, enfin, pourquoi? Il a fixé son regard noir sur le nôtre. Il a ordonné de tuer, nous avons tué, dit l'une des filles. Vous comprenez, c'est un dieu. Il devine toutes nos pensées. Si je lis un livre, il est capable de m'en dire le contenu sans le connaître. Et s'il se concentre très profondément, il peut guérir aussi les maladies des chevaux. Tranquillement, tout au long du procès, les crimes abominables sont reconstitués. Le 8 août 1969, vers 10 heures du soir, Charles Manson a donc envoyé son commando, copieusement drogué au préalable, nettoyer la Villa des Anges. Il leur a distribué couteaux et pistolets et recommandé d'emporter des vêtements de rechange à cause du sang. « Et n'oubliez pas de signer », recommande-t-il. C'est Suzanne qui s'en chargera, avec une serviette trempée dans la mare de sang qui s'élargit sous le corps de Sharon Tate. Elle écrira le mot « cochon » sur la porte d'entrée. On est prêt de penser qu'une seule chose peut dépasser l'horreur de la tragédie elle-même, c'est le procès qui en apporte la reconstitution. Les juges s'attachent à savoir ce qui, chez Manson, a déterminé cette volonté de crime, car ne croyez pas qu'il n'y ait pas de motivation, il y en a une. Charles Manson avait conçu un plan diabolique qui lui avait été dicté par l'au-delà et dont il a eu la révélation en lisant l'Apocalypse. Il s'agissait d'organiser une tuerie à ce point sauvage que la suspicion se serait portée aussitôt, forcément, sur la communauté noire. Par esprit de vengeance, les Blancs d'Amérique seraient alors passés à l'attaque, d'où une guerre civile dont les Noirs, plus nombreux, seraient sortis vainqueurs, et les Blancs auraient été exterminés. Simple, non? Mais Manson et les siens, direz-vous, ce sont bien des Blancs, et Américains, alors, eh oui, c'est là que le bas blesse. Pourquoi
Auraient-ils été épargnés, eux, justement, eux seulement? Eh bien, dans l'esprit délirant de ce Satan abominable qui méprise les Noirs autant qu'il le hait les Blancs, les Noirs vainqueurs auraient été bien sûr incapables de gouverner. Alors c'est évident, ils auraient fait appel à leur sauveur, au sage Manson et à ses disciples. Sur une Amérique en ruine, le règne des esclaves de Satan était arrivé. Là, heureusement, la fiction dépasse la réalité. Le 31 mars 1971, à l'issue du plus long procès des annales judiciaires des États-Unis, Manson et ses complices sont condamnés pour les 7 assassinats de Los Angeles et quelques autres, soit à la prison à vie, soit à la chambre à gaz, soit à la chaise électrique. Aucun d'eux n'a été exécuté immédiatement. Et depuis, la peine de mort a été abolie en Californie, le 19 avril 1972, pour être rétablie récemment. Les assassins sont en principe hors d'état de nuire. Mais la tribu n'en continue pas moins d'inquiéter l'Amérique. De sa cellule, utilisant ses dons d'extraterrestres, Satan Manson manipule toujours ses disciples. Il les garde sous sa domination, leur donne des ordres, se fait obéir. Le 5 septembre 1975, à Sacramento, quand Gerald Ford se rend à pied de son hôtel à l'Assemblée de la Californie en serrant des mains à la ronde, une jeune femme, 26 ans, surgit devant lui armée d'un revolver. Un gorille parvient à s'emparer de l'arme avant que le coup ne parte et à jeter la jeune femme à terre. Elle porte robe et turban rouge. L'uniforme des esclaves de Satan. Lors des interrogatoires, elle déclare « Nous sommes des nonnes maintenant, et nous portons des robes rouges. Nous attendons notre Seigneur Charles Manson, et la seule chose que nous puissions faire en attendant qu'il descende de la croix, c'est de nettoyer la terre. Nos robes rouges sont le symbole d'une nouvelle moralité. Elles sont rouges du sang du sacrifice. Nous devons purifier l'air, l'eau et la terre. » À quand le prochain nettoyage? À quand le prochain sacrifice? À quand la prochaine œuvre de purification des esclaves de Satan? L'Amérique tremble. A-t-on vraiment fini d'entendre parler de Charles Manson? Dit Jésus, dit Dieu, dit Satan. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.